Merci François Mérès d'être ici parmi nous. On va aborder donc un certain nombre de questions aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais poser une question assez vaste qui est est-ce que tu identifies de nouveaux enjeux à la médiation culturelle aujourd'hui? Comment toi tu vis cette question aujourd'hui? Voilà. D'abord pour ça il faut la définir, la médiation culturelle. Et donc globalement, évidemment, dans la notion même de médiation, qui est finalement relativement d'abord récente, je dirais sur la longue histoire, et d'autre part qui est très circonscrite à une logique francophone. C'est-à-dire que si on parle de médiation culturelle dans les pays anglophones, par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas véritablement. Même s'il y a bien entendu des choses qui relèvent de la médiation culturelle, mais le terme lui-même n'existe pas. Ou en tout état de cause, il n'a pas avec les mêmes significations, etc. Il n'a pas pris d'autres termes plus anciens continuent potentiellement, par exemple, d'être plus utilisés avec d'autres connotations, etc. La médiation en France, telle qu'on pourrait la concevoir en quelque sorte, forcément par son étymologie, c'est une notion d'intermédiaire, de milieu entre. Alors, je dirais de manière simple, entre une proposition culturelle, une proposition artistique et un public, et en même temps, je dirais, entre une personne et la société. Et je pense que cette notion d'intermédiaire et le médiateur culturel est reliée à ces deux éléments-là. Et a fortiori avec un certain nombre d'outils qui l'amènent à jouer un rôle plus ou moins actif et à faire jouer à la personne à laquelle, au groupe à partir duquel il travaille, à leur faire jouer un rôle plus ou moins actif aussi. Et donc dans la médiation culturelle, dans le champ de la médiation culturelle, on trouve des propositions tout aussi simples, on pourrait dire que une visite guidée avec un guide conférencier, qu'en même temps des propositions très actives en matière d'inclusion sociale, etc., ce qui est notamment évidemment le champ de culture du cœur. Et je pense que la tension en quelque sorte, c'est que, et les enjeux, c'est que ce champ est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire il y a un certain nombre de choses qui existent, qui se transforment, qui se poursuivent, qui se développent, et en même temps il y a toute une série de choses qui continuent d'exister. C'est-à-dire que le guide conférencier, il n'est pas prêt de mourir à mon sens. Et potentiellement, un guide conférencier classique, hein, j'entends, mettons celui qui était formé à l'école du Louvre, enfin si on prend une formule idéale typique en quelque sorte, peut aussi potentiellement jouer un rôle évidemment beaucoup plus minime au niveau d'une certaine activité, etc. Même si très clairement, la posture même de celui-là pourrait être de délivrer un discours par rapport à des œuvres. C'est-à-dire en fait quelque chose qui fait partie de la médiation culturelle d'une certaine manière, mais qui se présente on pourrait dire d'une certaine manière, un extrême. Et d'un autre côté, évidemment, la possibilité de travailler avec un groupe de personnes qui peuvent être notamment, qui peuvent se sentir exclus de la société, et pour justement retravailler dans ces espaces, c'est-à-dire effectivement ces espaces de la culture, c'est-à-dire ces espaces qui rassemblent la société elle-même pour, je dirais, réintégrer certaines de ces personnes et s'y sentir citoyennes véritables. Ça, je pense que c'est un des points importants. Il y a à mon sens un certain nombre de lignes de force qui, évidemment, conduisent le champ de la médiation culturelle à intégrer des actions qui étaient très anciennes. Et donc, avant l'existence du terme, qui se développe surtout à partir des années 90, on pourrait dire, et évidemment maintenant. Et donc, ce qui veut dire qu'après la médiation culturelle, il y aura un autre terme potentiellement, parce qu'il y a des effets de mode qui font que, et notamment en France surtout, que on considère à certains moments que animation socioculturelle, action culturelle, c'est dépassé, il faut d'autres choses, médiation, etc. Et puis post-médiation, transmédiation, tout ce qu'on veut. Et donc, pourquoi pas, à la limite, si derrière ces éléments-là, il y a un certain nombre d'éléments, mais qui existaient potentiellement avant et qui continuent d'exister et de se déployer autrement. Mais derrière ces lignes de force, en quelque sorte, on a d'une part, à mon sens, bien sûr toujours l'idée de proposition face à une œuvre culturelle qui peut interroger, qui peut interpeller, qui peut amener un certain nombre de personnes à se sentir totalement diminuées, et justement leur proposer de dire qu'elles peuvent rencontrer ça, elles peuvent s'en emparer, elles peuvent, je dirais, entre guillemets, l'adopter et la faire leur en quelque sorte. Et donc, très clairement, ouvrir leur champ
propre de perception du monde à travers notamment cette proposition culturelle. Donc ça c'est déjà un peu plus potentiellement intéressant. Et en même temps, il y a aussi une ligne active et politique beaucoup plus forte, qui évidemment s'est très largement déployée à partir de la fin des années 60, enfin, post-68 art, on pourrait dire d'une certaine manière, mais enfin, dans une logique justement d'activisme. C'était l'action culturelle, mais auparavant, on a évidemment toute la logique de l'éducation populaire, ou auparavant toute une série d'autres éléments, donc beaucoup plus anciennes, d'éducation permanente, etc. Et cette logique-là, elle est beaucoup plus centrée justement sur cette notion même, on pourrait dire, de citoyenneté, d'enjeu de citoyenneté, de responsabilisation, d'inclusion, de formation d'un corps, pourrait-on dire, d'un corps de citoyens qui pensent ensemble la société, et pas simplement un certain nombre de personnes qui vont leur donner à manger des choses, etc. Donc évidemment, une proposition qui, à mon sens, je dirais, peut aussi fluctuer, avec un certain nombre d'éléments qui étaient extrêmement actifs, notamment après 68, qui à un moment effectivement diminue, et puis qui, à partir, on pourrait dire, de la fin des années 90, ressurgit. Enfin, des notions d'inclusion sociale, social inclusion, etc., se développent plutôt à ce moment-là, et puis, a fortiori, à travers notamment l'épisode de la crise de 2007, on retrouve tous ces éléments de manière beaucoup plus forte, avec des notions de participation, etc., qu'on retrouve aussi en parallèle avec des développements technologiques, etc. Ces enjeux, donc, pour reprendre ta question, à mon sens, c'est qu'il s'agit toujours d'être sur ces différents fils, en quelque sorte, à travers, d'une part, l'évolution de la société, et cette évolution qui est aussi bien technologique, économique, politique. Et ce sont ces différents éléments-là qui se transforment, qui amènent la médiation, parfois à développer de nouveaux outils, parfois à développer de nouvelles approches, de nouvelles réponses par rapport justement à un champ qui est celui du politique ou de l'économique ou du social, etc. Globalement, bien entendu, pour ce qui concerne la technologie, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont amené le 2.0 et donc du participatif, et tout d'un coup, l'idée effectivement de se réapproprier cette notion de participation à travers toute une série d'autres expressions qui n'étaient pas simplement technologiques, mais qui amènent les gens à se reparler, etc. Et en même temps, effectivement, dans une logique qui était beaucoup plus d'une part de délitement de la société, et d'autre part de se dire, tiens, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, d'où un certain nombre de réponses que la culture peut apporter. Que la culture peut apporter, mais qui sont aussi utilisées par la culture pour se justifier. Et pour dire, vous savez, il ne faut pas supprimer nos subventions, parce que nous aussi, on joue, pas simplement sur le plan de la culture, qu'on pourrait balayer en disant, on a des économies à faire, mais aussi parce qu'on joue un rôle sur le plan social, voire sur le plan de la santé, etc. C'est aussi, effectivement, un peu de rhétorique qu'il y a derrière. Donc, ces éléments-là, ils m'amènent à penser que, de toute façon, on a encore, d'une certaine manière, toujours les mêmes enjeux, et toujours des réponses différentes. Oui, c'est-à-dire que ce que tu évoques aussi, c'est cette part de refoulé sur laquelle la médiation à laquelle fait écho la médiation. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'on n'aurait pas fait un travail qu'il aurait fallu faire, et que la médiation va répondre à cela. Et une des réactions des politiques aujourd'hui, c'est de dire, mais nous sommes aussi les garants de ce travail. Donc on ne sait plus très bien où est la place de la médiation là-dedans. C'est-à-dire... Voilà. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une réappropriation de toutes ces différentes actions par d'autres corps. C'est-à-dire que si un certain nombre de personnes se disent on va faire enfin, nous proposons un certain nombre de nouvelles actions, etc. Que ce soit une association, que ce soit des centres culturels, enfin des maisons de la culture à la fin des années 60, début des années 70, que ce soit des institutions, progressivement, surtout si ça marche, ces propositions se sont réappropriées par toute une série d'autres, c'est-à-dire soit des institutions beaucoup plus classiques qui se disent il faut aussi qu'on les fasse, soit par le politique lui-même qui dit on va faire ça nous-mêmes, etc. Soit potentiellement par le marché, s'il y trouve entre guillemets potentiellement un business qui peut aussi se réapproprier un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'on a bien entendu un besoin qui est lié justement à ce besoin d'intermédiation, enfin d'intermédiaire plutôt, entre justement que ce soit la société ou que ce soit effectivement des propositions culturelles et une personne qui peut se retrouver dénuée de ces différentes
possibilités pour pouvoir les intégrer. Et donc, proposition d'où de médiation, mais qui peut être remplie par toute une série d'autres personnes. C'est-à-dire que derrière la médiation, il n'y a jamais, en fait, la médiation toute seule ne fonctionne pas, c'est juste, ce sont des mots. Derrière, pour l'incarner, on peut retrouver aussi bien des associations, on peut retrouver aussi bien, effectivement, des institutions, on peut aussi retrouver, d'ailleurs, des éléments qui sont totalement très cyniques, en quelque sorte, qui vont faire de la médiation, mais parce qu'il faut le faire, parce que, grâce à ça, elle peut viser tel ou tel élément, etc. Ce qui nous amène à dire qu'il n'y a pas de fondamentale différence entre médiation et action culturelle. Est-ce que tu fais une différence? Dès l'instant où une action culturelle pense à des modes d'inclusion des publics, de participation? Potentiellement, évidemment, la notion même d'action culturelle, telle qu'elle s'est développée dans les années 70, et je dirais, s'identifie à un certain nombre de propositions et je dirais d'actions qui sont directement liées à un contexte notamment politique. Donc, c'est-à-dire se réemparer, pourrait-on dire, de la culture pour l'utiliser comme vecteur de citoyenneté, mais aussi avec une vision quand même d'un grand soir en quelque sorte, si je devais aller au fond des choses, et qui est combattre une certaine vision de la société. Donc, cette logique-là d'action culturelle, elle porte quelque chose d'assez fort. Et ça, à mon sens, potentiellement, on ne peut pas dire que ça ait totalement disparu, mais c'est totalement transformé. Et en tout état de cause, il n'y a plus beaucoup de monde qui pense à l'idée qu'on puisse à un moment observer un grand soir, etc. Ce qui était pourtant, dans les années 70, une hypothèse qui n'était pas simplement une hypothèse de travail, qui était une véritable perspective, puisqu'il y avait un monde qui était totalement différent, avec effectivement la possibilité justement d'un autre type de société qui semblait possible, etc. À partir du moment où on dit « there is no alternative », en quelque sorte, et que ça imprègne totalement toute la logique, et qu'on se retrouve dans un je dirais, un univers où les seules autres propositions sont soit considérées comme le mal absolu en Corée du Nord et qu'on diabolise, soit effectivement totalement impossibles pour d'autres raisons et totalement aussi diabolisées, c'est-à-dire notamment, on pourrait dire, d'autres sociétés sur des régimes religieux, etc., par exemple, etc. L'idée de se dire qu'il y a une alternative n'existe quasiment plus, semble-t-il, enfin, pour la plupart des gens. Alors qu'elle était encore très largement partagée, enfin, je dirais, par une grande partie de la population. Et donc, évidemment, le contexte est très différent et ne va pas amener le même sens à action culturelle. C'est-à-dire, si on prend action culturelle comme une action en lien avec la culture, évidemment, le mot peut être utilisé, forcément. Mais, je dirais, avec tout le contexte et toute la force qu'il avait, en quelque sorte, et les objectifs qu'il avait, je pense qu'à ce niveau-là, évidemment, il est moins fort, même si potentiellement il y a encore quelques personnes qui y croient. Il y a quand même cette idée qui perdure que la médiation est un vecteur de transformation sociale. C'est-à-dire qu'on continue d'agir avec cette idée-là. Alors est-ce que dans les faits, alors moi je dirais pas uniquement de transformation sociale. Il y a une possibilité de transformation sociale, il y a avant tout, à mon sens aussi, une possibilité de transformation de soi-même. C'est-à-dire que si on ne se voit qu'à travers la société, c'est une chose, mais en même temps c'est pas la seule. Et derrière la médiation, je dirais toute l'idée en quelque sorte d'une maïotique socratique en quelque sorte existe aussi, c'est-à-dire véritablement le questionnement, etc. C'est aussi des voies de la médiation. Et en même temps, ça signifie effectivement que c'est d'abord, non pas sur le groupe, mais à travers la personne qui peut se transformer. Cette logique-là, elle existe de manière très importante. Donc, les deux coexistent. L'une ne chasse pas l'autre, en quelque sorte. Et parallèlement, les actions, enfin les propositions qui sont faites sur le plan de la médiation peuvent être totalement différentes. C'est-à-dire que je fais acte de médiation même au sein de ma famille si je vais dans un établissement et que j'explique un certain nombre de choses à ma fille, qu'elle-même découvre un certain nombre d'éléments, etc. Et d'une certaine manière, bien entendu, elle enrichit son univers personnel, elle enrichit son propre champ des possibles. Potentiellement, je dirais que sur le plan des enjeux de société, c'est quand même relativement réduit, pourrait-on dire. Ce n'est pas totalement inexistant, mais en même temps, parce que je ne l'enferme pas chez elle dans sa chambre, mais en même temps, ça reste relativement réduit.
si j'amène un certain nombre de personnes qui n'ont jamais franchi le seuil d'un musée à le fréquenter, à en discuter, à se l'approprier progressivement, et alors que ces personnes étaient totalement aux marges de la société, elles commencent à se rendre compte que ces établissements peuvent être aussi potentiellement pour elles, etc. Et que non seulement ces lieux sont pour elles, mais en même temps qu'elles-mêmes peut en parler avec d'autres personnes du groupe et peut totalement, progressivement se débarrasser de son isolement, etc. C'est un travail qui est évidemment aussi sur le champ de la médiation, qui est beaucoup plus centré sur l'aspect social, qui utilise la culture d'une autre manière, d'une certaine manière, même si sur un certain plan et un certain niveau, les deux peuvent se rejoindre. Mais très clairement, évidemment, c'est sûr que toutes ces actions sont différentes et vont amener des niveaux de transformation différents. Je pense que la notion de transformation est importante. Et les fondamentales, ce que tu dis fait directement écho à ce que l'on vit nous, c'est-à-dire on se rend compte que par exemple les travailleurs sociaux doivent à un moment quantifier le bonheur reconquis de certaines personnes. Ça ne se quantifie pas. À certains moments, l'idée que quelqu'un n'a plus une perception immuable de lui-même, c'est-à-dire qu'il peut se vivre dans d'autres contextes, etc. Et ce sont des choses qui sont très difficiles à évaluer à certains moments. Et les travailleurs sociaux sont dans ce paradoxe, c'est qu'ils veulent ne pas l'évaluer et pourtant ils voient sur le terrain les effets qui ne sont pas justement que le bonheur ne se réduit pas à une émancipation sociale comme le disent certains écrivains aujourd'hui. Je pense à Emmanuel Carrère dans Le Royaume par exemple, qui dit qu'il a réalisé cela, qu'il a réalisé très fortement cela à un moment de sa vie. Et nous on le voit chez les publics, c'est-à-dire que comment évaluer un supplément de vie, parce que ce qu'apporte, voilà, je pense que c'est fondamental. Oui. Alors qu'on est sommé en plus par la société de plus en plus d'évaluer toute action, en quelque sorte. C'est toute la logique de performance, que la société a des comptes, enfin, où les institutions ont des comptes à rendre à la société, que le citoyen est en droit de savoir comment son argent est utilisé, et donc que les travailleurs sociaux, aussi d'ailleurs un enseignant, un médiateur, n'importe lequel, doit prouver son utilité. Cette logique-là, évidemment, enfin je dirais, elle est totalement reliée à une logique beaucoup plus vaste qui a imprégné tous les pores de la société et qui est une logique potentiellement liée sur un utilitarisme totalement dévoyé, on pourrait dire, parce que derrière l'utilitarisme, il y a quand même une autre vision potentiellement, mais là, on est vraiment dans une logique qui est beaucoup plus en fait mécanique et comptable. C'est-à-dire, j'ai donné de l'argent et donc je veux savoir comment il a été utilisé. Et donc, bien entendu, et on l'observe évidemment au niveau d'établissements, d'organisations qui sont financés par l'argent du contribuable, on pourrait dire, mais on le trouve aussi de plus en plus chez des philanthropes. Il y a une espèce de nouvelle philanthropie en quelque sorte qui demande de plus en plus aussi des comptes, potentiellement. Et donc, en sachant qu'évidemment, et c'est un des grands paradoxes, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes qui ont travaillé beaucoup plus précisément sur cette logique-là, évidemment, que ce qui ne peut pas être mesuré n'existe pas pour ces personnes-là. Et donc, évidemment, ce qui est fait n'existe pas. Donc, finalement, autant ne pas en parler et ne pas le financer. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on essaye de développer des moyens, alors qu'en quelque sorte, en fait, il faudrait d'une certaine manière ne pas le faire, s'appuyer sur une certaine relation de confiance et sur une certaine logique. Et en même temps, effectivement, on se rend bien compte que tout nous conduit à faire ça. Et dès qu'on a parlé, par exemple, de social inclusion en Grande-Bretagne, il faut bien se rendre compte que c'est une époque où, justement, les établissements culturels essayent de justifier leur existence pour dire « nous, on ne fait pas simplement que faire de l'éducation, ou bien de montrer telle et telle chose, de montrer la culture, de la préserver, mais au contraire, on participe aussi à ça, ça et ça. Et en même temps, on participe économiquement à la vie de la cité, on attire les touristes et tout ce qu'on veut. Mais en même temps, on fait ça. Et très clairement, il y a directement une volonté de la part notamment de ces organisations d'essayer de les calculer, de calculer le social return en quelque sorte de ces différents éléments. Avec, à mon sens, quand on est, je dirais, lié, intégré dans cette logique-là, une mécanique sans fin, c'est-à-dire comment financièrement on est en espèce dans une position d'équilibriste, on essaie de tout mesurer par rapport à ce qui se fait
et ce que ça coûterait en matière justement, donc si quelqu'un qui était isolé est allé au cinéma, potentiellement, enfin ensemble, potentiellement ça veut dire qu'il y a moins de chances qu'il soit tout seul et qu'il tombe malade, enfin, et donc toute une série de calculs qui deviennent potentiellement aberrants, mais qui amènent aussi toutes les institutions à de plus en plus jouer sur ça. Et sur, à mon sens, quelque chose dont on se rend bien compte que c'est potentiellement un peu faux, tous ces calculs, et qu'on est vraiment dans de la rhétorique pour essayer de justifier cette action. Et donc, c'est aussi toute la difficulté, c'est que si certains se disent on ne veut pas l'évaluer, on ne peut pas l'évaluer, ça veut dire qu'il y a le risque de dire bon ben alors on ne va pas vous financer parce que vous ne pouvez rien faire. Mais d'autres qui se prêtent au jeu et qui disent on veut de plus en plus, on va vous montrer que la culture participe à l'économie, etc. Il y a un autre risque qui est peut-être tout aussi dangereux, qui est de se dire oui mais ça signifie effectivement que si maintenant ça diminue un peu, bah, on va peut-être investir dans autre chose, parce que d'un point de vue économique, ce serait peut-être plus rentable de faire tels et tels éléments. C'est des questions passionnantes qu'on a pu explorer. Nous, il y a des indicateurs à certains moments quand un travailleur social te dit les gens boivent 3 fois moins depuis qu'ils sortent. C'est un indicateur très fort et ça, on a ce type d'indicateur à certains moments. C'est vrai, potentiellement, et en même temps, si on veut aller plus profondément là-dessus, il faudra faire une véritable enquête, et pas uniquement sur du déclaratif, mais voir exactement comment est-ce que les gens peuvent dire qu'ils boivent véritablement 3 fois moins, est-ce qu'ils vont garder leur ticket de supermarché, etc. Et là, on est entraîné dans quelque chose de totalement délirant, on pourrait dire, si on va dans cette logique-là. D'un autre côté, évidemment, c'est très fort. Quelqu'un qui dirait, et parce qu'on en avait parlé à un moment, certaines des actions de culture du cœur, ça m'a vraiment sauvé la vie parce que j'étais en train vraiment de penser à me suicider. Et puis à un moment, tout d'un coup, j'ai vu, entre guillemets, la lumière. C'est évidemment quelque chose qui va parler. Et donc, il peut convaincre un certain nombre de personnes, mais on est plus dans un argument, enfin c'est pour ça que je parle de rhétorique, on est potentiellement dans un argument qui n'est pas un argument d'autorité, mais qui est tout d'un coup une autre perspective, qui amène les gens à se dire « Ah oui, tout de même ». Sauf que si tout d'un coup on entre en disant oui, mais comment est-ce qu'on peut dire véritablement? Et tu vois qu'on peut repasser vers le décompte comptable en quelque sorte. Et c'est cette logique en fait comptable qui potentiellement est d'une certaine manière dont on pourrait dire qu'elle gangrène toute la société. On le voit à tous les niveaux, le nombre d'indicateurs qu'une université, une association, etc., que ce soit, doit remplir, que ce soit pour l'État, pour des collectivités territoriales, ou pour l'Union européenne, c'est encore pire évidemment. C'est totalement cette logique qui est comptable et qui amène en fait à passer un temps monstrueux, et parfois plus de temps pour essayer de démontrer une activité plutôt que de la réaliser. Et plus de financement pour essayer d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et de montrer que ça marche, plutôt que pour réaliser l'action. Dans certains cas, à l'heure près, pour des fonds européens, c'est clair, on peut justifier à l'heure près ce qu'on fait. On va glisser vers une question qui me semble assez proche, c'est la notion d'acte gratuit, de gratuité. Alors c'est une question qui a beaucoup été traitée, qui est toujours traitée de façon intéressante avec la baisse de la tarification, mais on peut aller de la baisse de la tarification à d'autres questions qui sont aussi de l'ordre de la relation. Alors que, comment toi tu conçois cette question Il y a toujours évidemment, alors on la connaît, la phrase de Milton Friedman, qui n'est pas de Milton Friedman puisqu'elle est plus ancienne, qui est « There is no free lunch », il n'y a pas de repas gratuit, qui veut dire effectivement, potentiellement, quelqu'un doit toujours payer. Et qui est, je dirais, une réalité, c'est-à-dire que derrière un acte qui est proposé, soit que c'est le marché qui paye, donc un journal gratuit, en fait, il est payé par les annonceurs. Un acte gratuit, c'est-à-dire le musée gratuit, ça veut dire qu'il n'est pas gratuit comme ça, tout d'un coup, mais qu'il est financé autrement. Il est financé par les impôts ou par des mécènes. Et que potentiellement, effectivement, derrière cette notion de gratuité, il y a donc d'autres personnes qui se mettent en place. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. À mon sens, ça signifie effectivement qu'il y a 3 logiques qui sont derrière. Le marché peut tout à fait fonctionner avec de la gratuité. C'est-à-dire que ce soit, on le voit dans des promotions d'IKEA, où on reçoit, je ne vais pas dire une gaufre ou une boulette de viande gratuite, tout ce qu'on veut, etc. Ce qui m'amène en fait à consommer d'autres choses. Et le free lunch, en quelque sorte,
d'après la petite histoire, ça aurait été un certain nombre de lieux au XIXe siècle aux États-Unis où les repas étaient gratuits, mais en même temps, évidemment, les boissons étaient payantes, et donc tout le monde buvait, et donc en fait, c'est les boissons qui financent le repas. Et très clairement, derrière cette logique, alors, il y a toute une série d'autres possibilités. La gratuité, au niveau évidemment du marché, fonctionne sur un échange marchand de toute façon, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui paye, mais comme je l'ai dit, les annonceurs eux-mêmes en fait répercutent le prix sur le paquet de sucre ou le paquet de tabac que je vais acheter, etc. Donc la gratuité, c'est quand même moi qui la paye à travers d'autres, on dirait, transactions commerciales indirectes. Le financement par les pouvoirs publics, il est aussi effectivement, je dirais, derrière toute action qui est présentée comme gratuite. Moi, j'ai aucun problème si tout d'un coup, on disait tous les musées vont devenir gratuits, mais, mettons, les impôts vont augmenter d'1%. Ça me semble... Enfin, j'ai aucun problème. Je pourrais même accepter que mes impôts augmentent de 10%, si grâce à ça, on pouvait déployer énormément d'argent pour le patrimoine, pour rénover le patrimoine, pour donner un accès gratuit, etc. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais évidemment, il faudrait que toute la collectivité soit d'accord aussi. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais moi, j'ai absolument rien à faire des musées ou des théâtres, etc. Je préférerais de loin que ce soit le football qui soit gratuit, tout ce qu'on veut, ou bien que je paye moins de taxes, simplement. » Et beaucoup de gens, et c'est toute la logique, évidemment, des gens qui prônent une alternative au niveau du marché, c'est de se dire moi je veux payer le moins de taxes possible parce que je veux disposer de mon argent moi-même. Et donc, la troisième logique, alors très clairement en fait, on a toujours ces tensions entre ces deux logiques. C'est-à-dire d'un côté, effectivement, plus d'État ou moins d'État, et puis plus de marché, moins de marché. Et la phrase de Friedman, en fait, elle visait surtout à dire, bon, ben, c'est plutôt cette relation. On est dans une relation de marché, il faut faire payer par le marché, etc., soit de manière directe, soit de manière indirecte et autres. Mais très clairement, ce qu'on oublie dans ce cadre-là, c'est qu'il y a une troisième logique, qui est celle qui est du don et du contre-don, mais qui amène en fait un autre échange. C'est aussi un échange, c'est-à-dire que si je donne, en disant bah, je vous invite, je t'invite au musée, je t'invite à une représentation, etc. C'est pas gratuit non plus. Derrière le don, il n'y a pas non plus de la gratuité complète. C'est-à-dire qu'il y a un don, donner, recevoir, rendre, d'immense. Il y a un don, il y a le fait de l'accepter, de ne pas le rejeter, donc c'est déjà une obligation d'immense, mais en même temps, et puis l'obligation de rendre. C'est-à-dire effectivement qu'il y a cette logique derrière aussi, qui amène d'une manière ou d'une autre aussi un échange. Et donc toute une série en fait de paramètres qui sont différents et qui amènent cette relation entre la gratuité de manière très très différente. Alors moi j'aime beaucoup cette logique du don parce qu'elle amène en fait les gens à être beaucoup plus actifs potentiellement. C'est-à-dire que si je dis c'est comme jouer au chapeau en quelque sorte, hein, et c'est ce qu'ont fait certains musées par exemple en disant nous vous laissons le soin de payer ce que vous considérez qu'il faut payer dans un musée. Mais potentiellement, vous pouvez entrer, il faut donner quelque chose, mais vous pouvez entrer quasiment gratuitement. Ça a été le cas pendant très longtemps, c'est en passe de se transformer maintenant, ou ça vient d'être transformé au Metropolitan Museum, où le prix qui était suggéré était de 20 $, mais en même temps où on disait, vous pouvez entrer en payant 10 cents. Alors évidemment les touristes, parce qu'il y a un contrôle social derrière ça, les touristes voyaient marqué en grand 20 $, etc. Ils ne voyaient pas que c'était suggested price, donc payaient. Et puis d'un autre côté, si vous donnez 10 cents, les gens derrière vous dans la file se disent quel radin celui-là, donc il y a un conformisme qui amène les gens à se dire bon ben il faut que je donne ça. Mais en même temps, quelqu'un qui vraiment avait peu les moyens, et étudiant, etc., et venait souvent, pouvait avoir cette possibilité. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène aussi la personne à se mettre dans une position où elle ne se dit pas c'est gratuit donc finalement j'en profite ou j'en profite pas, enfin, etc. Mais à se dire mais qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je donne? Enfin, qu'est-ce que je donne? C'est un rôle tout à fait différent. Dans une relation de marché, les choses sont claires, c'est-à-dire je suis dans telle catégorie, je paye ça, etc. Ou bien, en fonction, je dirais, des premières classes, deuxième classe, du carré d'or ou autre, je paye si je veux. Donc là, la relation marchande est très très claire. Et dans cette logique-là de marché, on pourrait dire un certain nombre de personnes peuvent, à la limite, très peu payer si on peut remplir les places à un autre niveau, c'est-à-dire, enfin, c'est la logique de l'opéra, où il y a toujours eu des places qui étaient très très bon marché, qui n'étaient pas très visibles, mais en même temps on pouvait assister, etc.
Mais on est dans cette logique de marché. La logique, en fait, des pouvoirs publics de dire tout est, enfin, c'est gratuit, bon, elle amène, comme je l'ai dit au départ, le fait de toute une réaction en se disant, mais bon, ça veut dire que c'est quand même de l'argent qui est payé d'une autre manière par mes impôts, donc c'est quand même aussi moi qui paye d'une certaine manière. En même temps, ça fait entrer des gens, d'autres personnes, et potentiellement, si on réfléchit en tant que collectivité, que société, ça peut avoir vraiment du sens, etc. Mais il faut que je l'accepte aussi. Mais la plupart du temps, la gratuité, elle est décidée par un ministre ou par quelqu'un qui dit, voilà, il y a ça, etc. Et finalement, les gens se retrouvent face à cette gratuité et peuvent se dire, c'est très chouette, tiens, j'entre, et potentiellement se dire, ah ben c'est gratuit, donc je vais entrer, enfin, sinon je ne serais pas entré. Et c'est sûr que dans la gratuité, le fait de ne rien payer amène des logiques de consommation et de visite qui sont tout à fait différentes. C'est-à-dire que très clairement, je vais y aller beaucoup plus souvent, potentiellement, je peux y aller plus facilement, et il y a une barrière. Même si j'ai 10 cents à payer, c'est une barrière, et ça m'amène à réfléchir, etc. Donc évidemment, on supprime un certain nombre d'éléments. Mais en même temps, ça veut dire aussi que je joue pas de la même manière, parce qu'en fait, à la limite, je voudrais payer, mais on me dit non, non, c'est gratuit, vous pouvez entrer, donc c'est très bien, mais moi, on ne m'a rien demandé en quelque sorte, j'entre. Dans le don, c'est très très différent, parce que tout d'un coup, je suis beaucoup plus responsabilisé aussi, en me disant, mais qu'est-ce que finalement je dois faire, et très clairement, évidemment, il y a toute une stratégie d'évitement. Je me dis, bon, ben, je vais me conformer à telle ou telle chose. Mais l'idée, en tout état de cause, d'entrer dans un lieu, et d'avoir cette interrogation, et de me dire, mais finalement, qu'est-ce que ça vaut, pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce que ça m'amène, que veut dire cette visite que je fais, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je peux donner par rapport à ça, c'est pas inintéressant non plus. Donc l'idée de gratuité, à mon sens, le fait de se dire, bon, ben, il faut faire rentrer les gens dans la, etc., notamment au musée, puisqu'en fait, beaucoup des débats se sont développés sur les musées, mais on pourrait exactement dire la même chose par rapport au théâtre subventionné. Pourquoi est-ce que le théâtre ne pourrait pas être gratuit pour la plupart des gens, sachant que ça rapporte 20% dans un certain nombre de grands établissements, par rapport à 80% de subventions pour beaucoup de très grands établissements, etc. Donc pourquoi pas aussi avoir une logique de gratuité plus forte par rapport à... Et très clairement, effectivement, enfin, c'est ce qui a amené beaucoup de frustration de la part de professionnels de musées qui sont un petit peu, je dirais, pointés du doigt en se disant, mais pourquoi est-ce que finalement nous, alors qu'il y a même de plus en plus de subventions pour le sport, et au sport, tout le monde va en payant au stade, etc. Et pourquoi est-ce que nous, il faudrait que... Alors, évidemment, on peut se dire, ben, c'est très très différent, encore que je ne suis pas du tout adepte des sports en stade, etc. Mais j'entends que certaines personnes me disent que c'est un acte collectif très important aussi d'aller au stade, etc. Donc l'idée de développer une logique pour amener les gens à se sentir membres de la communauté footballistique ou autre, ça peut peut-être aussi avoir potentiellement du sens. Et donc ça amène un certain nombre de responsables à se dire, mais pourquoi est-ce que le musée n'est pas tel et tel autre, etc. Mais je pense que... toute cette logique, et je dirais tous ces débats qui ont été surtout conduits au début des années, je crois que c'était 2007 hein, notamment, qu'il y a eu tous ces grands débats sur la gratuité, etc., ça se voyait avec une certaine démagogie en quelque sorte, c'est-à-dire un ministre, enfin un président, ou un ministre à l'époque, enfin, ou un premier ministre, c'était le cas avec Tony Blair, hein, qui a dit, bon ben, on va financer, donc c'est l'État qui prend en charge un certain nombre de choses, avec une logique qui amenait effectivement d'autres fréquentations de visites. Et des gens comme Neil MacGregor, qui était directeur du British Museum, d'emblée était farouchement partisan de la gratuité, même si le British avait des politiques agressives au niveau de toute une série d'autres types de tarification, mais il y avait cette logique que quand il n'y a pas cette barrière tarifaire, on peut avoir une pratique de visite qui est très très différente. Et donc très clairement, en fait, qui amène quelque chose de très très fort potentiellement. Mais néanmoins, c'était une promesse politique en quelque sorte, et quelqu'un qui dit voilà, on va amener de l'argent, etc. C'était la même logique qui a amené Bertrand Delanoë, très peu de temps après, hein, à déclarer gratuit les musées parisiens, avec d'autres difficultés. C'est-à-dire que les rendre gratuits, ça veut dire aussi que potentiellement, il y a de l'argent qu'il faut utiliser pour, comme on ne va pas augmenter les impôts de la ville de Paris, etc., parce que c'est aussi potentiellement plus difficile. Donc ça veut dire qu'il faut faire des économies potentiellement à d'autres endroits, etc. Donc là aussi, il y a un risque. Mais tous les débats ont été orientés sur cette idée d'autoriser les gens, ou de ne pas les autoriser. Enfin,
Et en même temps, à mon sens, je dirais, elle a oblitéré peut-être la réflexion même sur la gratuité, en sachant que de toute façon, il y a une question de choix. Et cette question-là, en fait, dans le débat sur la gratuité, parfois, elle est mal posée, c'est-à-dire que les gens qui potentiellement voudraient payer, parce qu'ils considèrent que c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont potentiellement conditionnés par le fait de payer, et puis à qui on dit non, c'est gratuit. Bon, d'une certaine manière, ça a quelque chose aussi d'aberrant. Quelqu'un qui serait prêt à donner de l'argent pour aider un musée, en se disant c'est finalement assez normal, puis on dit non, mais pas de souci, c'est gratuit pour vous. C'est ça qui frustre beaucoup d'autres personnes qui se disent oui, mais attendez, moi j'ai plein de touristes qui sont tout à fait prêts à payer, et puis et à donner 10 ou 15 euros pour entrer au Louvre, et puis on va leur dire non, mais c'est gratuit, vous pouvez entrer. Et ça, c'est quand même assez frustrant quand vous savez que vous devez vous battre pour essayer de rénover telle salle, ou bien de garder un certain nombre de salles ouvertes, etc. Et donc ce qui amène des responsables à se dire mais pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et très clairement, effectivement, je pense que cette logique, elle doit être vue avec l'ensemble des possibilités, l'ensemble des choix qui s'offrent aussi bien à des institutions que, effectivement, aux gens eux-mêmes par rapport à tous ces éléments-là. Et je pense que le fait d'amener en tout état de cause une réflexion sur les trois possibilités, c'est-à-dire les trois mécanismes de financement qui existent au sein de notre société, qui sont aussi bien la logique de marché que celle du don et celle des pouvoirs publics, elle est importante à comprendre, parce qu'elle permet vraiment de comprendre tous les avantages et les inconvénients. La gratuité a des avantages, mais elle a aussi potentiellement des inconvénients. Et je crois que c'est très très important de voir les deux. Et pas uniquement de se dire, parce que je pense que ça fait partie, bien sûr, des points qui permettent d'éclaircir le débat, de dire que la gratuité permet d'attirer un certain nombre de publics ou d'enlever des barrières pour un certain public, mais en même temps, elle ne permet pas d'autre chose et elle induit d'autres problèmes. Et ça, je crois que c'est vraiment important de voir cet ensemble. Et puis de décider en connaissance de cause sur ce qui est choisi, pour un certain temps, potentiellement aussi, peut-être, avec des périodes, etc. Mais je crois que c'est cet ensemble-là qui est intéressant. Il y a un constat qu'on fait qui fait écho aussi à tes propos, c'est la façon dont les publics spontanément inventent de nouvelles pratiques de la gratuité. Par exemple, un jeune de 14 ans qui dit « comme la place était gratuite, j'ai pu inviter ma copine à un restaurant après », ou des fonds souterrains de domination, c'est-à-dire des personnes qui vont dans des théâtres d'opéra, par exemple, qui sont des théâtres privés assez chers, et qui mettent un point d'honneur à s'offrir le sandwich qui coûte 6,50 €. Alors on leur dit « mais ne vous offrez pas ce sandwich, de toute façon il est trop cher ». Ils disent « mais vous m'avez invité », etc. Donc c'est intéressant de voir comment les gens réagissent à cette gratuité aussi. Il y a souvent, en fait, dans le cadre d'une visite, l'idée d'une somme qu'on se fixe un peu à l'avance et qu'on va dépenser, qu'on pense qu'on va dépenser. Donc, si je vais à tel endroit, si je vais, par exemple, à Euro Disney, je sais que je vais payer ma place, mettons 40 €, mais j'ai prévu 100 € dans mon budget pour dépenser un certain nombre de choses pour les enfants, etc. Et dans un établissement, c'est la même chose. C'est-à-dire, effectivement, que si tout d'un coup, on me dit c'est gratuit, je me dis potentiellement je pourrais peut-être effectivement faire quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes responsables des gestionnaires qui ont promu l'idée, par exemple, d'expositions qui étaient assez bon marché pour attirer beaucoup de monde, et en même temps en sachant que ces gens, pour autant qu'il y ait des objets qui puissent être achetés, qu'ils allaient, je dirais, se renflouer sur le principe de... et qui est un principe de marché. C'est exactement ce que dit Milton Friedman dans There is no free lunch, c'est-à-dire que le repas est gratuit, mais finalement, je vais quand même payer, en gros, peut-être autant, si pas plus, avec les boissons. Et donc, ça amène les gens à développer une autre logique. Alors évidemment, si je suis responsable d'un musée, je prends le musée puisque c'est le domaine que je connais le mieux, mais vous pourrez le dire évidemment pour l'opéra ou tout notre établissement. Si la personne va dépenser l'argent chez moi, en même temps, si je suis gratuit, mais que la personne va dépenser l'argent chez moi, c'est très bien. Si elle en profite pour dépenser son argent chez le restaurateur qui se trouve en face de chez moi, bon, c'est bien pour le restaurateur, mais j'aurais préféré qu'il aille à la cafétéria ou qu'il dépose ces choses. Parce que potentiellement, si moi j'ai un manque au niveau financement, justement, de l'ensemble de mon organisation, et que à terme je vais mettre la clé sous le paillasson, ou bien je dois réduire un certain nombre d'investissements en matière de préservation du patrimoine ou bien en matière de recherche, etc., parce que c'est gratuit, là c'est une autre question aussi qui se pose.
Alors on va évoluer vers une question. Donc les musées ont été les premiers à intégrer la médiation culturelle dans leurs actions. Ils ont pris beaucoup d'avance par rapport au monde du spectacle vivant, qui est toujours un peu frileux par rapport à la place des médiateurs. Et je voulais te poser cette question, savoir si, à ton sens, le rôle social du musée a évolué, s'il y a des nouvelles perspectives, si... Voilà, il y a des tentatives très intéressantes, dont celle de Nina Simon à Santa Cruz. Oui. Là, qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il y a, à ton sens, il y a des initiatives du même type et quelles sont finalement encore la question des enjeux aujourd'hui qui sont tous les 6 mois être nouveaux? Alors, ce qui est fascinant avec le rôle social, c'est que d'une certaine manière, il existe depuis très très longtemps. Potentiellement peut-être depuis toujours. Et en même temps, et c'est une hypothèse que je fais, qui me semble assez bien tenir la route, mais en même temps, elle demande d'être testée plus directement. Je pense qu'il y a des cycles sociaux au sein du musée. Autrement dit, le fait que le musée lui-même, à un certain moment de son existence, en quelque sorte, je dirais, à certaines périodes de l'histoire, se trouve une fibre plus sociale. Le moment où, bien entendu, alors pour l'instant, le rôle social du musée était très largement mis en exergue ces dernières années, ces 10 dernières années, pourrait-on dire. Avec, d'un point de vue objectif, un certain nombre d'ouvrages, par exemple, qui ont été publiés sur le rôle social du musée, sur le fait que le musée devait être beaucoup plus participatif, etc. etc. Mais ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du musée se rendent bien compte que, en fait, on réinvente l'eau chaude. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait toute une série de musées, notamment dans les années 70, et par exemple les écomusées, c'est toute la nouvelle muséologie qui avait une vision participative extrêmement forte, une vision sociale extrêmement forte, qui vise à mettre au départ, en fait, l'homme et le visiteur, simplement le participant, au cœur de l'institution. Et en fait, évidemment, ce qui caractérise ces deux époques, c'est pas simplement quelque chose qui tout d'un coup apparaît et mais c'est aussi d'ailleurs que c'est des époques de crise économique. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la nouvelle muséologie, elle s'est développée à partir des années 60, enfin du milieu des années 70 sur un fond de crise. Et tout d'un coup, elle se développe. Donc un moment de remise en question, et donc où un certain nombre de musées se disent, mais nous avons en fait, nous devons jouer un rôle important, nous pouvons jouer un rôle très important au niveau de la participation, au niveau du rôle social, au niveau effectivement, et donc Social History of Museum, c'est pas uniquement en France, hein, ça se passe aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis. On retrouve des ouvrages qui parlent de cette histoire. Et ce qui est fascinant, c'est que si on regarde les premiers articles qui s'appellent le rôle social du musée, c'est dans les années 30, c'est exactement fait après la crise. Et donc mon hypothèse, c'est que les deux sont potentiellement liés, c'est-à-dire qu'on a un moment où la société est en crise, économique notamment, et où un certain nombre d'institutions qui préexistaient se disent mais on peut jouer un rôle qui est un rôle un peu différent. Quand la société va mieux tout d'un coup, qu'on est dans une époque où justement la crise est un peu plus loin, ces institutions se trouvent un autre rôle. Et ça veut dire aussi que potentiellement le rôle social des musées, il y a eu des crises aux écomusées, bien entendu, il y a eu toute une série d'établissements qui étaient très militants dans ces années-là, et puis qui diminuent, pourrait-on dire. Et donc, qu'est-ce que ça signifie à mon sens? C'est que si on parle de rôle social actuellement, et qu'il y a des activités, notamment comme effectivement Nina Simon, qui a développé vraiment une vision à partir du 2.0 numérique, et en disant, mais en fait, le participatif dans le musée, c'est pas simplement sur le plan des réseaux sociaux, du numérique, etc., mais la vraie participation, c'est amener les gens à travailler, à collaborer ensemble, à co-créer des expositions, à travailler sur notre passé, etc. Et donc, un certain nombre d'historiens du musée se disent, oui, bon, très bien, c'est très bien qu'elle ait repensé, mais il y a plein d'autres choses qui existaient avant, etc. Et le fait avec beaucoup de bonheur, en redéveloppant, pourrait-on dire, ces éléments-là, et on les retrouve. Beaucoup d'établissements se disent ben, le musée du XXIe siècle aura cette dimension communautaire très forte. Si on regarde les leçons de l'histoire, on pourrait se dire, pour l'instant ça marche très très bien, mais peut-être qu'effectivement dans 10 ou 15 ans, si on imagine qu'on a des cycles,
je dirais, qui sont liées en fait à des crises de capitaux, du capital, etc., mais donc aussi potentiellement à des mouvements où la bourse est plus euphorique, où le chômage diminue, l'emploi remonte, etc., ce qui semble effectivement plutôt un petit peu le cas. On a une diminution aussi du rôle social du musée. Et donc, ça veut dire effectivement que certains de ces éléments-là vont aussi potentiellement passer aux oubliettes jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement de nouveaux crises, etc. Ça, c'est aussi une perspective peut-être sur le long terme, qui amène à se dire, bien sûr, il y a un rôle social du musée, qui est une dimension qui apparaît à certains moments, c'est-à-dire à des heures un peu plus sombres, pourrait-on dire, mais en même temps, ce rôle social, même s'il est là toujours, et pendant tout le temps, si certains sont toujours potentiellement actifs, on a tendance à l'oublier pour d'autres choses, pour appuyer sur le rôle économique du musée, sur le rôle novateur de telle et telle chose, sur les expositions temporaires, etc. etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du spectacle vivant, cette hypothèse fonctionne assez sur la crise de 2008, où on a constaté qu'il y avait une hausse de la fréquentation des lieux de spectacle vivant en 2008. Donc c'est intéressant parce que c'est bon, enfin, c'est passionnant. Alors, il y a peut-être une dernière question, je pense qu'on a balayé ces trois axes, mais il y a une dernière question qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est la question du big data qui pose énormément de questions aux médiateurs culturels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes lycéens qui tiennent leur blog, qui font de la médiation, qui sont visionnés de façon très très active. Alors est-ce que ça va mettre en porte-à-faux la place des médiateurs? On entend pas mal d'étudiants aussi de l'Université Paris 3 nous dire ils étaient très fortement identifiés au Petit Palais comme médiateurs, et il dit avec notre bannière orange et notre t-shirt noir, les publics avaient tout juste envie de ne pas nous adresser la parole parce qu'ils estimaient avoir tous les éléments pour la visite, etc. Donc ces questions-là, comment toi tu les appréhendes? J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas ce que va devenir la société, nous ne savons pas aussi si dans un point de vue très poussé, on pourrait dire que Google a l'intention de devenir le ministère de la Culture aussi, c'est-à-dire de créer aussi du présentiel, de créer une relation entre le différé et le vivant aussi, de créer de la lenteur, pourquoi pas, ce qui manque à Internet aujourd'hui. Donc voilà, quelle est ta vision, on verra après. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'évidemment on se retrouve confronté à une révolution numérique dont on pressent qu'elle est sur le point de révolutionner une grosse partie de la manière dont nous habitons le monde, on pourrait dire, et dont nous développons un certain nombre d'activités. Et donc bien sûr au niveau de la médiation, c'est sûr que tout ce qu'on a vu à partir d'Internet, à partir de nouvelles applis, etc., amène une certaine idée de la médiation à disparaître. C'est-à-dire que évidemment, si le rôle du médiateur c'était de donner des informations sur un tableau, en disant vous avez telle et telle chose, le tableau a été créé en telle et telle donnée, etc., et que j'ai soit une tablette, soit mon téléphone, ou bien plus tard un certain nombre d'éléments qui immédiatement me disent tel tableau, dès que je le regarde, il me donne toutes ces informations, finalement à quoi sert le médiateur? Et idem pour toute une série d'autres éléments. C'est-à-dire que bien entendu, certaines applis sont beaucoup plus agréables qu'un commentaire un peu abscon qui est donné par des gens. Donc ça amène une remise en question d'un certain nombre de types de médiation. Et d'une certaine manière, il y a une espèce de fantasme aussi d'ailleurs qui est très très fort, qu'on peut entendre, qui amène beaucoup de musées à se dire, mais grâce à toutes ces nouvelles technologies, etc., on pourra créer un musée qui apportera les réponses à chaque personne. Et ça, beaucoup de gens trouvent ça extraordinaire, en se disant, c'est mon musée, chaque personne pourra avoir une visite qui serait parfaitement conçue pour elle. C'est le fantasme, évidemment, d'un acte commercial, hein, c'est-à-dire, évidemment, si j'ai le grand magasin qui répond à tous mes besoins, qui sait exactement ce que je veux, puisqu'il connaît toutes mes procédures d'achat, tout ce que j'ai vu sur Internet, tout ce que j'ai regardé, qui me les propose exactement en disant mais si vous allez dans telle salle, vous aurez telle chose qui va vous intéresser vraiment, etc. Et puis si vous allez à tel endroit, et donc il me fait mes visites de manière géniale, ça peut sembler très excitant. Et potentiellement ça peut l'être pour un certain type de visite, etc. Mais d'un autre côté, évidemment, si je pense que le musée, ça n'est pas simplement de me porter des informations, de me donner une visite, mais que c'est au contraire constitutif de société,
ce type-là de visite est absolument atroce. Et au contraire, en fait, elle m'amène à m'enfermer encore beaucoup plus dans ma bulle et donc à éviter des médiateurs, c'est-à-dire des espèces de personnes humaines, mais dont on se rend bien compte évidemment que Internet nous amène aussi à une espèce d'autisme social par rapport justement à toute autre présence que je ne souhaite pas, puisque si mon application Tinder me dit que finalement elle ne m'attire pas, je vais certainement pas tout d'un coup aller la rencontrer, etc. ou autre. Et donc, très clairement, je pense que j'ai une logique qui amène un certain nombre de propositions à de plus en plus aller dans cette logique-là, mais en même temps, il y a certainement aussi cette force que constitue le musée, et que parfois on oublie, qui est le musée comme espace social, c'est-à-dire comme espace de débat, et donc la médiation comme étant justement ce lieu de la discussion, de l'appréhension en tant que groupe social. Mais on se rend bien compte que ce qui est en jeu derrière ça, c'est vraiment une vision de la société. On sait bien la phrase importante, enfin célèbre de Margaret Thatcher, There is no such thing as society, la société n'existe pas. Les consommateurs, c'est un consommateur, c'est un consommateur, c'est un consommateur, le marché. La logique du marché, c'est ça. C'est que le consommateur, enfin l'homo economicus, ne voit que son propre intérêt et ne peut pas penser en tant que société. Et donc très clairement, effectivement, dans toute une certaine logique du monde que nous habitons, il y a cette volonté que je pense en fonction de moi et le reste ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je vais vers quelqu'un uniquement si je calcule que ce serait bien pour moi que je puisse aller vers quelqu'un. D'un autre côté, il y a quand même une autre vision qui pendant très très longtemps était effectivement celle d'agir en société et donc d'oublier uniquement, je dirais, mon propre calcul pour ensemble faire un certain nombre de choses. Principe colonie de fourmis ou autre, et en même temps, effectivement, le principe de base, on pourrait dire, de ces grandes œuvres collectives qu'on a retrouvées enfin, dans les utopies socialistes, etc., et qu'on continue, pour un certain nombre, évidemment, d'envisager comme potentiellement une des réponses qu'une société peut avoir. Mais très clairement, ça amène évidemment cette discussion-là au sein de ces espaces sociaux, et potentiellement le médiateur, évidemment. Ce médiateur-là, celui-là, il doit être une personne, pourrait-on dire, pour jouer ce rôle. Et très clairement, il ne peut pas être une intelligence artificielle, à mon sens. C'est-à-dire que pour qu'il y ait communauté humaine, il faut effectivement qu'on ne soit pas dans un registre de la machine, à mon sens. Ce qui amène donc une autre transformation, mais ce qui amène peut-être aussi les médiateurs à adopter des profils totalement différents. C'est-à-dire que peut-être qu'au Palais de Tokyo, je ne peux pas être juste là en disant est-ce que vous pouvez... on est à votre disposition si, parce que ça, finalement, Siri est aussi à ma disposition, donc je n'ai pas besoin finalement de quelqu'un, et Siri, je le connais, tandis que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui va me coller ou qui ne m'intéresse pas, ou dont j'ai peur, potentiellement aussi. Donc, très clairement, peut-être que ce type de médiation-là est amené à être révolutionnaire, à amener des changements radicaux, à faire des actions beaucoup plus fortes pour susciter tout d'un coup une transformation et donc d'autres relations. Mais je pense que c'est ce qui amène évidemment, je dirais, le médiateur à se repenser en fonction de ces éléments-là. Et de nouveau, enfin, ça nous amène au début de notre conversation à repenser par rapport d'une part à lui-même, à la transformation en quelque sorte qu'il peut opérer sur une personne, mais aussi à la transformation qu'il peut opérer sur un corps social, on pourrait dire, et donc sur un certain nombre de personnes qui font société, qui peuvent faire un ensemble social. Merci beaucoup François, merci pour cet échange riche. Merci à toi.